Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à un événement incroyable survenu en 1792. L'histoire de France recèle d'événements incroyables. Le XVIIIe siècle est particulièrement mouvementé. Il marque en effet la Révolution française. Les bouleversements qu'elle crée conduisent à un cambriolage mythique, le vol des joyaux de la couronne. Ils sont aujourd'hui conservés en partie au musée du Louvre. Partons ensemble sur le plus grand vol de bijoux de toute l'histoire. Les joyaux de la couronne française forment une collection qui comporte à l'origine des pierres précieuses de coloris variés. Créées par le roi François Ier en 1530, ces petites pierres sont d'abord serties sur des bagues qui désignent un petit groupe de 8 perles colorées appelées à cette époque diamants, terme générique désignant toute belle pièce. Il s'agit pour la plupart de parures d'Anne de Bretagne qui les tenait de sa mère Marguerite de Foix. Le premier inventaire de ce trésor est dressé à Bordeaux le 15 juin 1530, 3 semaines avant le mariage de François Ier avec Éléonore d'Autriche, sœur de Charles Quint, et des lettres patentes précisent la constitution de la collection, stipulant notamment une clause que les bijoux ne peuvent être vendus. Les joyaux portés par les reines doivent être remis au trésor royal à la mort de leur mari. Bien que lors de l'inventaire du trésor, on rédige une clause indiquant qu'elle doit rester dans la famille royale. Henri III, endetté, se voit ensuite obligé de les céder. Il ne reste alors qu'une pierre, la côte de Bretagne, une spinelle retaillée sous Louis XV pour être sertie au centre de la toison d'or. Il faut attendre l'arrivée au trône de Louis XIV pour voir la collection s'agrandir à nouveau. Elle comporte alors le bleu de France, le diamant Sancy, les pierres Mazarin. Louis XIV fait retailler ces pierres, les rendant encore plus éclatantes. En 1717, le diamant Régent vient s'ajouter à la prestigieuse collection. Par la suite, Louis XV fait sertir son insigne de la toison d'or de la parure de couleur. Elle contient notamment le bleu de France. À l'occasion du sacre de Louis XVI en 1775, la couronne est sertie du Sancy. Elle compte en tout 282 diamants, 64 autres pierres précieuses, en plus de nombreuses perles. Puis à l'instar de son grand-père, il porte régulièrement le diamant sur son chapeau. On peut apercevoir le Sancy et la toison d'or aux États généraux de Versailles en 1789. Le diamant figure dans la coiffe de Marie-Antoinette et le célèbre insigne est porté par le roi Louis XVI. Ceux-ci sont encore loin de se douter de la suite des événements. Le fonds sera considérablement augmenté par la suite, notamment par Louis XIV, le bleu de France, le Sancy. En 1661, Mazarin lègue à Louis XIV 18 diamants magnifiques, auxquels on donne son nom. Le plus gros est le Sancy, des autres subsistent, le Mazarin 17, le Mazarin 18, l'un et l'autre sertis dans la broche pendentive de l'impératrice Eugénie. Sous le règne de Louis XIV, plusieurs autres pièces viennent s'ajouter. Les pierres sont parfois mises en gage, mais elles sont toujours récupérées. Un inventaire en est dressé en 1691. Louis XVI décide de faire retravailler les diamants à l'exception de 2 des parures. Cette retaille est réalisée à Anvers entre 1686 et 1688. En 1689, la Révolution française éclate. La royauté déchue se voit alors privée de ses trésors. Ils sont alors placés au garde-meuble de la couronne et un inventaire est effectué. Le trésor royal compte près de 10 000 diamants, 500 perles, 230 rubis et spinels, 150 émeraudes, 71 topazes, 35 saphirs et une vingtaine d'autres pierres de valeur. Les mythiques bleus de France, Sancy et Régent comptent parmi les pièces les plus onéreuses. Quand l'inventaire est publié en 1792, la situation de la France est chaotique. À la suite de la destitution du roi, elle est envahie par les armées austro-prussiennes qui veulent un rétablissement de la monarchie. Parallèlement, des révolutionnaires et royalistes zélés procèdent à de nombreuses exécutions connues sous le nom funeste de massacre de septembre. Les voleurs tentent donc le tout pour le tout et commence alors le cambriolage connu sous le nom de casse du millénaire. Lors de la Révolution, les biens de l'État ne sont plus à la libre disposition du roi Louis XVI. Les joyaux de la couronne qui se trouvaient à Versailles sont ramenés au garde-meuble de la couronne administré par Thierry de Ville d'Avray. Le roi reçoit alors une dotation, la liste civile. Par les décrets des 26, 27 mai et 22 juin 1791, l'Assemblée nationale constituante décide de faire dresser l'inventaire des diamants et pierreries de la couronne. L'inventaire compte 9 547 diamants, 506 perles, 230 rubis et spinels, 71 topazes, 150 émeraudes, 35 saphirs et 19 pierres.
Le prix des joyaux est estimé à 23 922 197 livres. Le Régent est estimé à 12 millions, le Bleu de France à 3 millions et le Sancy à 1 million. Dans la semaine du 11 au 17 septembre 1792, une bande dirigée vraisemblablement par certain Paul Miette pénètre dans l'hôtel du garde-meuble. À ce moment-là, les gardes nationaux sont peu nombreux et se trouvent dans leur guérite. Ils ne font plus de ronde depuis que le bâtiment a été scellé à la suite de la prise des Tuileries le 10 août. Pourtant, Jean-Bernard Restou, commissaire de la section des Tuileries, ne cesse de réclamer de nouveaux gardes. Voyant que personne ne les arrête, les voleurs reviennent le lendemain, en plus grand nombre, et commencent à piller la salle des bijoux. Durant la nuit du 16 septembre, des gardes circulant non loin se rendent compte des bruits suspects en provenance de l'hôtel, censé être déserté. Ils interpellent alors les voleurs aux poches remplies de petits diamants. Ceux-ci dénoncent alors leurs camarades en échange d'un sursis. On découvre alors que le cerveau de l'opération est le tristement connu Paul Miette, aidé de 16 autres voleurs. La plupart sont condamnés à mort, mais seulement 5 finissent par être exécutés sur la place de la Révolution. À la suite d'une enquête menée entre 1792 et 1794, les 2 tiers des joyaux sont retrouvés, parmi lesquels le Régent, caché dans un grenier à Paris, le Sancy et la plupart des Mazarins et la côte de Bretagne réapparaissent à Londres sous la surveillance de Louis XVIII, qui les ramène en France lors de la Restauration. Par contre, on ne sait ce qu'il advient du beau diamant bleu de France. 20 ans après les faits en 1812, un diamant étrangement similaire est retrouvé en Angleterre. Fait intéressant, la durée de son absence correspond à 2 jours près à la prescription légale du vol. Désormais taillé en ovale, il appartient au banquier et collectionneur Henri-Philippe Hoppe. On le connaît aujourd'hui sous le nom du diamant Hoppe, exposé au musée d'histoire naturelle de Washington. Son histoire et sa beauté lui valent d'être le diamant le plus célèbre du monde. La collection déposée à la trésorerie nationale est alors estimée à 17 millions de livres. Sous la Convention, la collection s'enrichit de pierres issues de la confiscation des biens d'immigrés et de joyaux du roi de Sardaigne. Vers 1795, la collection vaut, selon les estimations, 21 millions de livres. Sous le Directoire, le besoin de ressources se faisant éprouver, on prend la décision de vendre les pierres à l'étranger. En 1796, Dauberton, professeur de minéralogie, choisit des pierres pour les déposer au Muséum d'histoire naturelle. Parmi ces pierres figure le grand saphir. Entre 1797 et 1800, la nécessité de trouver des fonds pour approvisionner l'armée conduit à la mise en gage de diamants. Le consulat, ayant réussi à assainir les finances de l'État, Bonaparte fait revenir en France les joyaux qui avaient été engagés. Le Régent, d'autres pierres qui étaient en possession d'un marchand berlinois, et celles qui avaient hérité du marquis d'Iranda. Mais pas le Sancy, vendu à Manuel Godoy, premier ministre du roi d'Espagne. Napoléon Bonaparte donne 400 000 francs de bijoux en 1802 et 250 598 francs à Joséphine. La collection est estimée à 13 950 000 francs or à la fin du consulat. Elle comprend le Régent, le diamant de la maison de Guise, le diamant rose Hortensia, le grand Mazarin et 3 autres pierres de Mazarin. La collection est de nouveau augmentée sous Napoléon, de telle sorte qu'elle comprend, en 1814, 65 072 pierres et perles, la plupart montées en bijoux, soit 57 771 diamants, 5 630 perles et 1671 pierres de couleur, 424 rubis, 66 saphirs, 272 émeraudes, 235 améthystes, 537 turquoises, 24 camées, 14 opales, 89 topazes. L'inventaire, qui a en effet en 1823 abouti à une estimation de 20 319 229,59 francs. L'estimation faite en 1830 aboutit à la somme de 20 832 874,39 francs. Lors de la guerre de 1870, à l'annonce des premières défaites, les joyaux de la couronne sont confiés à un contrôleur de la Banque de France, Léon Chazal, fils d'Antoine Chazal. Et ils sont transportés dans l'arsenal de Brest, puis transférés sur un bateau de guerre prêt à appareiller. Dans le cadre de la préparation de la loi sur l'aliénation des diamants de la couronne, le gouvernement nomme en 1882 une commission d'expertise des diamants composée de 5 membres. Une estimation donne une valeur de 21 267 040 francs à la collection, mais juge qu'une partie des diamants ne doit être jamais vendue.
Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 27 février 1792, l'Espagne de Carlos IV prend Oran au profit de la régence d'Alger. Le 28 juillet au 2 août 1793, Catherine II de Russie s'efforce en vain de nouer des relations avec le Japon. Le 5 décembre, George Washington est réélu président des États-Unis. Le 1er mars, c'est la mort de Léopold II, empereur du Saint-Empire romain germanique. De Pleurésie, François II lui succède. Le 29 mars 1792, c'est la mort de Gustave III de Suède, assassiné par un officier noble mécontent de ses réformes. Tolérance religieuse, abolition de la torture, de la velléité des charges, alors qu'il s'apprêtait à intervenir contre la Révolution française. Comme on l'a vu, depuis 2 siècles, les historiens tentent de percer le mystère de la disparition des joyaux de la couronne de France. En septembre 1792, alors que la monarchie n'est plus, la plus belle et plus riche collection de bijoux d'Europe est dérobée à l'hôtel de Garde-Meubles, l'actuel hôtel de la Marine situé place de la Concorde. Plusieurs pistes sont suivies, notamment celle de royalistes qui auraient cherché à financer une armée contre-révolutionnaire, ou encore celle de Danton, désireux d'acheter les ennemis de la Révolution. Le fait que les Anglais auraient également organisé ce vol pour affaiblir la France est même évoqué. Le mystère demeure. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.